Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc commencer. Le webinaire est en replay, donc pour les retardataires, il n'y a pas de problème, pas de souci à avoir. Donc bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'édition francophone de PV Magazine. Je suis Marie Beyer, correspondante à Paris pour PV Magazine et j'animerai les échanges aujourd'hui. Je serai accompagnée de Léo Piazentin, manager des solutions à Huawei France. Bonjour Léo. Bonjour à tous. Merci. Et également de Martin Trouillet, directeur commercial de Storio, en France aussi. Bonjour. Bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, les discussions d'aujourd'hui porteront sur le stockage dans les installations commerciales et industrielles, avec un angle spécifique sur la technologie de refroidissement à air liquide et sur les modèles d'affaires qui peuvent s'appliquer pour rentabiliser sa batterie. Vous pouvez poser vos questions tout au long du webinaire dans la barre de questions qui s'affiche chez vous. Nous essaierons d'y répondre soit directement pendant les présentations de nos intervenants, soit durant la partie questions-réponses à la fin des présentations. Nous avons prévu environ 15 minutes. Restez avec nous. Ce webinaire est sponsorisé par Huawei Digital Power France qui nous présentera en exclusivité la batterie Luna 2215 série qui est destinée au projet en autoconsommation de 250 kW à 2 MW crête et qui arrive tout juste sur le marché français. Donc avant de commencer et de laisser la parole à mes confrères, je vais introduire rapidement le contexte tel que constaté par PV Magazine France. Je souligne d'abord que nous sommes dans une instabilité réglementaire qui n'est pas forcément propice à l'investissement, surtout pour les petites et moyennes entreprises. Mais dans ce contexte, la forte augmentation des prix de l'électricité et leur volatilité ne laisse pas le choix aux industriels. On le constate, il faut faire baisser la facture ou du moins la contrôler. En parallèle, nous arrivons dans l'application des fameuses premières obligations réglementaires de solarisation. Les premières entrées en vigueur cette année concernent les bâtiments neufs de plus de 500 mètres carrés et s'appliqueront à partir de janvier 2028 à tous les bâtiments existants. C'est donc un marché immense qui se prépare. Et pour ces grandes toitures et surfaces industrielles ou commerciales, la solarisation en autoconsommation est une bonne option car sa rentabilité peut être calculée en fonction de l'économie d'électricité via l'autoconsommation d'une part et en couplage avec les tarifs d'achat du surplus d'autre part. Problème récurrent, je produis un maximum à la mi-journée, mais comment valoriser le plus possible cette énergie? Et c'est là qu'intervient le stockage. La baisse du prix des solutions de stockage permet désormais d'envisager l'achat d'une ou plusieurs batteries. Elles peuvent être utilisées pour augmenter le taux d'autoconsommation, mais bien pilotées, elles peuvent aussi permettre de faire des arbitrages sur la revente en fonction du prix de l'énergie sur le marché. Le stockage, et nous le verrons, peut même servir d'outil de flexibilité réseau au service des gestionnaires. Il permettrait alors à grande échelle d'intégrer plus de photovoltaïque dans le bouquet énergétique français, tout en générant des revenus supplémentaires pour les industriels producteurs. Aujourd'hui, le marché du stockage en France est en croissance massive et se structure avec des outils spécifiques qui se sont développés pour chaque modèle d'affaires. Après une période d'attentisme, les entreprises s'intéressent aujourd'hui énormément aux batteries qu'elles souhaitent désormais intégrer dans leurs installations solaires. La sécurité des systèmes de stockage reste un enjeu crucial dans la prise de décision, tout comme la garantie de la performance dans le temps. Est-ce qu'on peut rentabiliser l'investissement dans une durée de temps acceptable? À quelle garantie technique, technologique et de sécurité je peux réalistiquement prétendre? Quels critères dois-je intégrer dans le dimensionnement de ma batterie? Est-ce que je stocke pour autoconsommer ou bien je revends mon énergie lorsqu'elle est chère sur les marchés? Voilà autant de questions auxquelles nous essaierons de répondre aujourd'hui. Je donne donc la parole à Léo Piazentin,
qui va nous présenter la nouvelle batterie Luna 2215 Series de Huawei Digital Power France et les choix qu'a fait le fournisseur pour le marché français. Merci Léo, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, bonjour à tous et merci d'avoir rejoint ce webinaire de présentation dans un premier temps de notre nouvelle batterie donc de Huawei pour les applications CNI, qui est une batterie de 215 kWh. Donc juste très rapidement pour faire un petit peu une mise en contexte, donc dans notre gamme CNI chez Huawei, aujourd'hui on va retrouver toute une série de différents produits dont les onduleurs en fait sont le produit qu'on avait historiquement dans la gamme et qu'on vient compléter avec des accessoires qui permettent principalement en fait aussi d'augmenter l'autoconsommation et la rentabilité des installations. Donc cette année, on a sorti le 150 KTL. On ajoute aussi autour des onduleurs les optimiseurs qui vont se mettre derrière les panneaux. Également, on a une solution de recharge pour les véhicules électriques en charge en courant continu qui arrive sur le marché à partir de l'année prochaine et qui est complétée avec une nouvelle batterie pour le CNI de 215 kWh dont on va parler aujourd'hui. Donc il faut savoir qu'on avait quand même déjà une batterie sur le marché depuis 2 ans qui était une batterie de 200 kWh en refroidissement par air. Et là, donc, on sort un nouveau produit qui est une évolution de ce produit-là en mode refroidissement liquide plus refroidissement par air. Donc, ça sera un refroidissement hybride. Donc, cette batterie, comment elle se présente? On est sur une armoire qui est faite pour être installée en extérieur avec une capacité, donc, comme je disais, de 215 kWh. Ça, c'est pour le premier produit. Et on aura ensuite, un petit peu plus tard dans l'année, une déclinaison de cette batterie-là, donc sous la même enveloppe, donc le même cabinet, dans lequel on aura en fait moins de packs de batterie, ce qui nous permettra d'avoir une capacité entre 100 et 215 kWh en fonction de la configuration. Les caractéristiques principales de cette batterie, ça va être une sécurité améliorée par rapport aux versions précédentes, un meilleur rendement aussi, avec un rendement, donc ce qu'on appelle le RTE, c'est le rendement en fait de cycle, donc quand on charge et décharge la batterie, combien de kilowattheures en fait on va réellement obtenir à la fin, donc 91,3% de rendement, ce qui est pratiquement plus que 5% de mieux que notre version précédente. Un déploiement simplifié, puisque là on a une batterie qui va être déjà préinstallée en usine, donc on a uniquement à l'installer et ensuite à faire les raccordements extérieurs, quelques petits câblages à l'intérieur, mais un raccordement qui est vraiment simplifié. Et aussi une maintenance simplifiée, puisqu'on est sur un refroidissement liquide, avec un liquide de refroidissement qui a une durée de vie de 10 ans. Donc en gros, on n'aura que le liquide de refroidissement remplacé au bout de 10 ans en maintenance lourde. Tout le reste se fait en fait, ce sera que des checks et des surveillances à faire tout au long de la durée de vie de la batterie. Donc cette batterie, comment elle se présente? Donc comme je disais, on est sur un... Oui. Oui, je vais juste en profiter puisque c'est une évolution fondamentale sur le produit, l'intégration de la technologie à refroidissement liquide. Donc, je voulais vous poser la question pour éclaircir notamment pour ceux qui sont un peu moins techniques ou technologiques, quelle est la différence et pourquoi ce choix de passer sur la technologie liquide plutôt que sur les batteries à refroidissement à air? Alors, merci pour la question. Tout d'abord, comme on peut le voir, si on compare les 2 systèmes, le refroidissement liquide, ça va permettre d'avoir une densité énergétique plus importante. Donc ça veut dire de mettre plus de batteries dans le même cabinet, puisqu'en fait, le refroidissement liquide va avoir des performances de refroidissement plus importantes. Donc en fait, on va pouvoir mieux gérer la montée en température de la batterie ou le réchauffement des cellules aussi quand on est, dans des cycles de froid, à l'extérieur. Donc ça permet d'avoir, d'une part, une batterie qui est plus compacte, donc on va pouvoir en mettre plus sur le même terrain et d'autre part, d'avoir un meilleur rendement, donc de perdre moins d'énergie. En fait, pourquoi on arrive à atteindre les 91 de cycle, enfin de rendement en cyclage, c'est aussi principalement grâce à cette technologie de refroidissement qui consomme moins d'énergie. D'accord, merci. Donc, pour revenir à la description du cabinet, donc on est sur un cabinet qui va faire à peu près 2 mètres de haut, 1,15 m de large et 1,80 m de profondeur et qui est 100% intégré, donc avec les packs de batterie, donc forcément qui contiennent les cellules, le système de refroidissement, dont on va rentrer un petit peu plus dans le détail après, et le système de conversion, donc l'onduleur bidirectionnel qu'on appelle aussi PCS, qui fait 108 kW. Donc ça veut dire qu'on a 215 kWh pour 108 kW, donc on est sur un ratio 0,5C.
Donc ça veut dire que la batterie va pouvoir se charger ou se décharger au plus rapidement en 2 heures. Au niveau des packs de batterie, on est sur des cellules lithium fer phosphate. C'est les mêmes cellules qu'on réutilise dans l'ensemble de nos produits aujourd'hui, les cellules de 180 ampères-heure, et un pack de batterie fait à peu près 54 kWh. Et ici, comme vous voyez, on a 4 packs de batterie. Donc lorsqu'on aura les configurations suivantes où on aura moins de packs de batterie, on aura soit 2, soit 3, soit 4 packs de batterie. Donc, au niveau de la batterie, on va retrouver en éléments principaux le premier, c'est ce qu'on va appeler le PCS. Donc, en fait, c'est l'onduleur chargeur qui va servir, qui se connecte en fait sur le réseau courant alternatif en triphasé 400 volts et qui sert à charger et à décharger la batterie. Donc, son rôle, c'est de convertir le courant AC du réseau en courant continu pour charger la batterie. Et quand on décharge la batterie, convertit le courant continu des packs de batterie en courant alternatif pour l'injecter sur le réseau. La particularité de ce PCS par rapport à nos anciens produits, c'est qu'il est directement intégré dans la batterie, donc c'est un rack. Et donc, du coup, ça nous permet d'avoir moins d'encombrement puisqu'on n'a pas le PCS qui se trouve à l'extérieur. Une des autres particularités et une des améliorations, c'est que cette fois-ci, on retrouve le neutre au niveau du PCS. Donc, on va être 100% compatible avec tous les régimes de neutre, TT, IT, TNC, TNS. Donc ça, c'est aussi plus simple en termes de déploiement. Un autre avantage qui permet de maximiser l'autoconsommation d'une part, c'est qu'on a une sortie asymétrique. Donc aujourd'hui, sur tous nos onduleurs photovoltaïques, on a une sortie qui est symétrique. Donc ça veut dire que sur chaque phase de l'onduleur, on va retrouver la même puissance. Peu importe ce qui est soutiré, l'onduleur, il injectera la même chose sur chaque phase. Quand on veut faire du zéro injection, donc du bridage au niveau du point d'injection, ce qui va être limitant, en fait, c'est que en France, nous, on veut que la moyenne des 3 phases fasse 0 volt, fasse 0 kW. Sauf que quand vous avez des phases qui consomment très peu par rapport à d'autres, donc quand il y a un déséquilibre de phase au niveau de la consommation, finalement, c'est les phases qui consomment le moins qui vont être limitantes dans la production de l'installation. Quand on veut brider l'installation en 0 injection. Donc là, en fait, le fait que cet onduleur-là puisse avoir une sortie asymétrique, c'est-à-dire injecter des kilowatts de manière différente sur chaque phase, ça va permettre de s'adapter précisément à ce que consomme l'installation sur chaque phase et ainsi de maximiser le taux d'utilisation de la batterie et aussi le taux de production des onduleurs photovoltaïques si on en a. Donc l'idée, c'est de soutirer le moins possible de kilowatts du réseau. Ça nous permettra aussi à terme, pour l'instant, cette fonction n'est pas encore disponible, mais sur ce produit-là, on pourra faire du off-grid, donc ça veut dire de la déconnexion du réseau, donc faire une installation industrielle qui sera hors réseau, donc par exemple quand on a des coupures de courant, sans ajout de transformateur d'isolation. Donc l'onduleur, il est capable directement de réalimenter un site isolé sans ajout de transformateur d'isolation, ce qui n'était pas le cas sur notre batterie précédente. Donc c'est 2 avantages, donc le fait d'avoir cette sortie asymétrique et ça permet aussi de faire du off-grid sans transformateur d'isolation, qui vont permettre vraiment de simplifier d'une part les installations et en plus de maximiser le taux d'autoconsommation quand on est connecté au réseau. L'élément le principal sur la batterie, ça va être ce qu'on appelle le pack de batterie. Donc en fait, c'est en termes de dimension, on va avoir la cellule qui, elle, est une cellule 280 ampères-heure. Donc on va avoir 60 cellules dans chaque pack et on va retrouver 4 packs de 54,8 kWh. Donc ces packs, ils reprennent les cellules, mais ils vont reprendre pas mal d'éléments aussi qui servent notamment à faire le monitoring et l'optimisation du pack de batterie. Donc dans chaque pack, on va retrouver un système d'optimisation qui a été amélioré aussi par rapport à la version précédente, qui fonctionne 24 heures sur 24, sans baisse de puissance. Puisqu'en fait, sur un pack de batterie, comme ils sont tous en série, lorsque vous avez une différence de niveau de charge entre les packs de batterie, c'est ce qu'on va retrouver sur l'illustration ici sur la droite, c'est le pack de batterie qui est le moins chargé, qui a la capacité la plus réduite par rapport aux autres, qui va bloquer la charge ou la décharge des autres packs. Donc c'est toujours en fait celui qui est le moins capacitaire qui va brider les autres. Un petit peu comme sur une chaîne de panneaux photovoltaïques, quand vous avez un panneau qui est ombragé, c'est lui qui va bloquer les autres. Là, sur les batteries, on retrouve un petit peu le même principe. Donc on a des optimiseurs qui permettent de faire une régulation et qui sont bidirectionnels, donc qui vont permettre en fait d'envoyer de l'énergie d'un pack vers l'autre pour équilibrer
leur niveau de charge. Donc ça permet, sur la durée de vie de la batterie, de récupérer 2, 3 ou 4 de capacité par année, disons de ne pas les perdre à cause de ce mismatch entre les batteries, donc en les équilibrant en continu. Ça représente quelques mégawattheures, dizaines de mégawattheures sur la durée de vie de la batterie, donc ce qui n'est pas négligeable quand on fait le retour sur investissement de ce type de système. Oui, alors j'interviens, il y a plusieurs questions sur des aspects pratiques, notamment la durée de vie de la batterie. Et j'en profite pour ajouter, parce que ça revient beaucoup, comment obtenir un prix pour ce dispositif et la durée de la garantie également. Alors, pour revenir, comment obtenir un prix? Donc aujourd'hui, chez Huawei, on travaille avec un réseau de distribution, donc vous allez pouvoir obtenir le prix de cette batterie auprès de vos distributeurs, donc qui sont les distributeurs avec qui on travaille déjà. Donc tous les distributeurs avec qui on travaille sont capables de vous proposer un prix sur ces batteries-là. Donc le prix, il n'est pas encore tout à fait disponible, il devrait arriver courant décembre, donc d'ici, dans les jours qui arrivent plutôt. Donc, et on pourra prendre les premières commandes aussi, donc à partir de décembre, et pour les premières livraisons qui se feront plutôt sur la fin du premier trimestre de 2025 et début ensuite du second trimestre de 2025. En termes de durée de vie et de garantie, au niveau de la durée de vie, tout va dépendre de l'utilisation que vous avez de la batterie. Moins on l'utilise, entre guillemets, plus elle dure longtemps, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le but, c'est de l'utiliser le plus possible pour qu'on ait un meilleur retour sur investissement. On va être sur une durée de vie qui va être entre 12 et 20 ans en fonction du cyclage que vous allez faire, un cycle par jour, un demi-cycle par jour ou plusieurs cycles par jour. En sachant que le meilleur retour sur investissement, on va l'avoir quand la batterie, on l'utilise le plus possible. Donc, le but, c'est de cycler au maximum. La garantie aujourd'hui de base, elle est de 10 ans. Et pour l'instant, on n'a pas encore les conditions de garantie officielles avec le nombre de cycles. On pourra se baser dans un premier temps sur les garanties qu'on a sur la batterie à refroidissement par air, en sachant que forcément, on fera au moins mieux que ça. D'accord, merci. Je vous laisse continuer. Donc, au niveau de ce pack de batterie, voilà, on va retrouver les cellules de batterie qui sont d'une part monitorées et optimisées grâce à ce système d'optimiseur qui se trouve à l'avant du pack. Le pack, il intègre aussi tout ce qui va être protection contre l'environnement puisqu'il est IP65. Donc, ça permet aussi d'isoler correctement les cellules à l'intérieur et d'éviter le maximum d'interactions avec l'extérieur. Contrairement à la batterie à refroidissement par air, ici, le pack, il est déjà préinstallé dans la batterie, donc il n'y a pas besoin de l'installer, ce qui fait que l'installation va être beaucoup plus rapide. Au niveau de la batterie, donc en dehors d'avoir en fait un système de conversion d'énergie qui sert à charger, décharger et un système de stockage qui sert à stocker l'électricité, on va avoir aussi besoin d'avoir une gestion de la température et aussi de la sécurité. La sécurité, aujourd'hui, en dehors bien sûr des performances, au niveau d'une batterie, c'est le point numéro 1 qui fait la différence et aussi qui va permettre de pérenniser ce type de solution dans le temps. Donc on va parler au niveau de la sécurité de cette batterie, on a ajouté de nombreuses fonctions et chez Huawei, on met vraiment ce point au centre de la conception du produit. Sur cette batterie-là, on va avoir une sécurité qu'on appelle C2C, donc en fait, c'est un petit peu le nom marketing. C2C, c'est pour dire qu'on a 2 niveaux de sécurité, un niveau de sécurité électrique et un niveau de sécurité thermique. Donc tout ce qui est sécurité électrique, ça va être plutôt les sécurités contre les courts-circuits, les courants de fuite. Et la sécurité thermique, c'est la sécurité au niveau de l'emballement thermique de la batterie. Donc, comment on va prévenir tout ce qui est problème de température et comment on gère le risque lorsqu'on a un emballement thermique qui se déclenche dans la batterie. Donc, au niveau de la sécurité électrique, on va avoir 4 niveaux de surveillance. Le premier niveau, c'est au niveau de chaque cellule de batterie à l'intérieur du pack. On va avoir un système qu'on appelle BMIC, en fait, qui est un circuit intégré qui collecte l'ensemble des données de la batterie, donc sur chaque cellule, des mesures de température et des mesures liées au courant. Donc courant, tension, SOH et SOC, c'est le niveau de charge et le niveau de santé de la batterie.
Et toutes ces mesures-là, elles sont envoyées dans un système de cloud qui est géré par de l'intelligence artificielle et qui permet de détecter jusqu'à 13 types de défauts différents et de les anticiper. Donc en fait, si vous avez un défaut de surtension, un défaut de pénétration, une température trop élevée, en fait, l'agrégation de toutes ces données, ça va nous permettre de faire de la maintenance préventive et de détecter des défaillances dans la batterie avant que ça se propage à d'autres niveaux et qu'on atteigne peut-être l'emballement thermique ou un risque pour le système ou les personnes. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est la surveillance. Le deuxième niveau de protection, qui est passif, c'est au niveau de l'isolation. Donc toutes les cellules dans le pack de batterie, elles sont isolées les unes des autres et en même temps, le pack de batterie, il est isolé de l'extérieur. Donc ça va nous permettre d'avoir une isolation électrique, d'éviter qu'il y ait de la conduction d'électricité entre les cellules si c'est pas souhaité. Par exemple, s'il y a un percement d'une cellule, on est capable d'isoler les cellules les unes des autres pendant plus de 30 jours. Donc ça veut dire qu'on est capable d'intervenir avant qu'il y ait des courts-circuits qui se déclenchent entre cellules. Le troisième niveau, c'est plutôt la protection électrique à proprement parler. Donc on va retrouver à 5 niveaux de la batterie, au niveau du pack, au niveau du PCS, donc de l'onduleur, au niveau de la connexion avec l'extérieur, différentes protections donc qui sont des fusibles, la gestion des IGBT, un disjoncteur, et aussi des différentiels qui vont mesurer les fuites de courant avec l'extérieur. Donc ces différentiels-là, c'est important parce qu'en fait, si on a des fuites de courant à la terre des cellules, ça peut créer un court-circuit à la terre. Et quand on est en schéma TN, on va avoir ce court-circuit qui peut remonter dans la batterie côté AC et qui peut créer une explosion. Donc c'est très important d'avoir ce monitoring de suivi de toutes ces données-là. Et en plus d'avoir les organes de protection qui sont capables d'agir et de protéger la batterie et l'environnement. Donc, dernier point, une fois qu'on a toutes ces détections-là, un système de rapid shutdown qui va permettre de mettre la batterie en sécurité en 5 millisecondes. Donc c'est très rapide pour éviter, si on a une fuite de courant par exemple, qu'on ait un court-circuit à la terre de la batterie. C'est un petit peu les mêmes sujets qu'on va retrouver avec les onduleurs, notamment avec les 150 KTL, où on a ces fonctions de sécurité qu'on a implémentées. Donc ensuite, le deuxième niveau de sécurité, ça va être plutôt la sécurité thermique. Donc là, le premier niveau de sécurité, ça va être de la même manière au niveau des cellules, où on a le refroidissement liquide qui se fait par un serpentin qui circule sous les cellules au niveau de chaque pack et qui permet de garantir un refroidissement uniforme et une gestion de la température uniforme au niveau de chaque cellule. Donc ça, c'est très important d'une part pour garantir une meilleure durée de vie, des meilleures performances et aussi éviter des défaillances liées à une trop forte température. De la même manière, si on a une cellule qui commence à monter en température de manière trop élevée, le système de refroidissement liquide, il est plus efficace qu'un système de refroidissement à air pour maintenir cette température et l'abaisser le plus possible. Deuxième niveau de sécurité, là, on va être plutôt dans la prévention d'explosion. En fait, quand vous avez une cellule, pour le coup, si on n'a pas réussi à maintenir la température suite à un défaut externe ou un défaut interne, qui rentre en emballement thermique, il va falloir être capable de gérer cet emballement thermique dans la batterie et d'éviter qu'il se propage au reste du système. Donc pour ça, au niveau de chaque pack de batterie, on a déjà l'isolation des cellules entre elles, bien sûr, et un système de dépressurisation à l'arrière de chaque pack de batterie qui permet d'évacuer les gaz par le haut. En fait, les cellules de lithium fer phosphate, quand elles sont en emballement thermique, elles vont libérer un gaz. Ce gaz, en soi, il n'est pas dangereux s'il est bien géré. Il va s'évacuer. Par contre, s'il monte en pression et qu'on a une mauvaise gestion de la température, donc on n'est pas capable d'évacuer les calories, ça peut mener à une explosion du cabinet. Donc c'est très important d'avoir ce système de gestion de comment on va gérer la surpression dans la batterie et évacuer les gaz. Troisième niveau de sécurité thermique, on a une isolation entre les compartiments. Donc le compartiment du bas qui est en vert, ça va être le compartiment qui sert à... Hop, je l'enroule. Donc le compartiment du bas, c'est le compartiment qui sert à la puissance, donc c'est dans lequel on va retrouver le PCS, tout ce qui est connexion vers l'extérieur. Et le compartiment du haut, c'est le compartiment des batteries. Donc ces deux compartiments, ils sont isolés. Ça permet d'avoir un système d'extinction qui est propre à chaque compartiment. Donc si jamais on a un départ de feu dans le compartiment puissance, on est capable de le contenir dans ce compartiment-là, de l'arrêter en évitant la propagation vers les batteries.
Et enfin, dans le cas où toutes les mesures de contingence précédentes n'ont pas été suffisantes, on a un système de dépressurisation par le haut de la batterie avec une trappe qui va servir à complètement évacuer l'ensemble des gaz. Donc contrairement à la solution où on évacue les gaz par une petite cheminée, petit à petit pour éviter l'emballement thermique, là, lorsqu'on a eu vraiment un emballement thermique global de la batterie, l'ensemble des gaz va s'évacuer par le haut et ça, c'est important parce qu'en fait, ça évite qu'il y ait une explosion qui se fasse au niveau de la porte. En fait, si l'ensemble des gaz part par le haut, on n'a pas de dégâts qui se fait de manière horizontale, donc ça évite s'il y a une personne, par exemple, qui se trouve dans l'environnement de la batterie, qu'elle puisse être blessée par l'ouverture, brutale de la porte. Au niveau du refroidissement, on va avoir un système de refroidissement liquide qui est en fait un système de refroidissement hybride qui permet, de gérer la température dans les packs de batterie de manière, auto-adaptative en fonction de la température extérieure. Donc quand on est dans des températures extérieures très élevées, on va avoir la pompe à chaleur qui fonctionne en refroidissement liquide. Mais on va pouvoir, lorsque cette température est plutôt moyenne, donc ça va dépendre des conditions extérieures, mais aussi de fonctionnement de la batterie, utiliser un système de refroidissement par air en complément qui permet d'utiliser en fait, la fraîcheur extérieure pour refroidir la batterie. Donc d'évacuer les calories avec un système par air en complément. Également, lorsqu'on est en température très basse, on peut utiliser un système de chauffe qui est basé sur une technologie qui s'appelle PTC, qui est en fait un système de chauffe électrique pour ajouter des calories dans la batterie lorsque la pompe à chaleur est trop peu efficace. Et aussi, on va être capable d'utiliser la chaleur résiduelle du PCS. Donc en gros, ça veut dire les calories qui sont générées par le PCS lorsqu'il fait la conversion d'énergie. Donc c'est l'histoire du rendement du PCS. Il va avoir 98% de rendement. Donc en gros, il produit 2 kW de chaleur en fonctionnement. Ces 2 kW, si la température extérieure est trop faible, on peut les réutiliser pour réchauffer les cellules. Au niveau des configurations, on va pouvoir fonctionner soit batterie seule connectée au réseau, soit batterie avec onduleur. Donc si on veut faire de l'autoconsommation photovoltaïque, par exemple, on va avoir des batteries plus des onduleurs. Le tout étant en couplage AC, va être connecté au niveau du même TGBT. Donc ça va inclure bien sûr dans le TGBT toutes les protections, les disjoncteurs qui devront être installés. Et on peut mettre jusqu'à 20 batteries en parallèle sur le même site, avec un smart logger, un compteur et des onduleurs de la gamme CNI du 30 kTl au 150 kTl. En termes d'installation, je vais passer un petit peu plus rapidement. La batterie, vu qu'on n'a pas d'onduleurs qui se trouvent à l'extérieur, on peut vraiment les coller les unes aux autres avec 10 cm d'écart. À l'arrière, entre elles, avec seulement 30 cm. Ça permet d'avoir une densité de batterie qui est importante sur le même site, donc d'installer beaucoup de batteries. On est capable du coup de faire des installations jusqu'à 2, voire jusqu'à 4 mégas, puisqu'on peut mettre 20 batteries sur le même site, donc 4 mégas, un peu plus de 4 mégawattheures. En termes d'installation, la batterie, elle fait 2,8 tonnes, donc il faut prévoir bien sûr un moyen de levage adapté et des fondations adaptées. On vous propose des exemples de fondations qui sont possibles. Après, ça va dépendre aussi des coûts de chaque entreprise et de la qualité du sol au niveau de chaque site. Donc ça, c'est quelque chose c'est un point auquel il faudra prêter attention avant l'installation d'une batterie, comme les distances avec les bâtiments qui sont données dans nos manuels d'utilisation. Donc il faudra respecter 3 mètres de distance avec un bâtiment. Si on n'a pas un mur coupe-feu, si on a un mur coupe-feu, on peut avoir des distances plus faibles. Ça sera aussi une question assurantielle qu'il faudra surveiller avant de valider toute l'installation. Juste pour conclure, au niveau des avantages sur cette solution, ça va être pour Huawei, ça va être d'avoir la possibilité de vous proposer un système complet, onduleur, plus batterie, plus optimiseur si besoin, même les bornes de recharge qui arrivent, pour un seul fabricant, donc de simplifier d'une part vos achats, pour avoir un seul fournisseur pour une solution complexe, simplifier la gestion puisque tout va être géré par Fusion Solar, par notre interface de communication, et aussi simplifier le service, puisque là, pareil, vous allez avoir un seul ingénieur après-vente qui va être capable de vous gérer l'ensemble des produits et de gérer la compatibilité entre tous les produits. Donc ça, c'est vraiment les 3 avantages de partir sur une solution en Huawei
lorsque vous êtes en photovoltaïque, autoconsommation ou différents usages qu'on va pouvoir faire avec les batteries. Merci beaucoup. Donc on va tout de suite passer à des cas concrets de mise en œuvre de ces systèmes et plus largement de systèmes de stockage via différents modèles d'affaires pour les entreprises. Donc pour présenter tout ça, je vais laisser la parole à Martin Trouillet de Storio Énergie. Je vous laisse la main. Bonjour à tous, merci Marie et merci Léo. Je prends la suite pour rentrer un petit peu dans les cas d'usage, maintenant qu'on a un petit peu en tête les spécificités du Luna 2215 Series. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec? Donc Martin Trouillet, je fais partie de la société Storio, dont je suis le directeur commercial. Et nous nous concentrons sur l'usage de batteries telles que celle qui vous a été présentée pour verdir et dérisquer l'approvisionnement en électricité et l'approvisionnement énergétique en général de nos clients. Un rapide point pour se représenter. Donc Storio est une société innovante, une jeune société innovante qui aujourd'hui se concentre sur le fait de devenir pionnier du stockage B2B en France. Plusieurs fonds d'investissement et des sociétés et des sociétés de l'univers de l'énergie nous ont fait confiance. Et aujourd'hui, nous sommes une équipe d'une dizaine d'ingénieurs qui sont spécialisés dans l'IA et dans le pilotage des batteries, avec notamment des personnes qui ont travaillé pendant 7 à 10 ans chez Tesla et chez EDF Énergie Renouvelable pour piloter les batteries de stockage partout à travers le monde. J'aimerais simplement, quand on se pose la question des batteries, de ce qu'on peut faire avec, il est intéressant de réavoir un petit peu tous les mêmes référentiels en tête. Je prends 2 minutes pour repartager les éléments de marché, puisque l'électricité est un actif qui permet de se charger et de se décharger quand on le veut, donc d'apporter de la flexibilité à ceux qui les possèdent. Et cette flexibilité, elle est d'autant plus intéressante aujourd'hui que la transition énergétique est en marche, mais pose des défis majeurs. Donc il y a un sujet de prix qui est un petit peu ce que je présente à gauche, une électricité qui est plus chère si on prend l'électron, le TURP, le tarif d'acheminement d'utilisation du réseau, et les taxes comme l'accise, donc le TURP et l'accise faisant un petit peu la une de l'actualité des personnes qui s'intéressent au domaine de l'électricité en ce moment, avec 10% annoncés d'augmentation pour le TURP l'année prochaine et une augmentation significative encore à valider par le gouvernement sur l'accise. Et l'électron, même s'il a tendance à baisser en ce moment par rapport au pic de la crise de 2022, est lui aussi très volatile, ce qui donne un cocktail d'une électricité qui a quand même tendance, si on prend la part électron, mais également les taxes et le tarif d'acheminement du réseau qui a tendance à augmenter et en tout cas être très volatile et exposé aux enjeux géopolitiques internationaux. Deuxième élément à bien avoir en tête, cette volatilité ou cette augmentation des prix, elle est en plus doublée de fluctuations à l'intérieur d'une même journée. Donc ça, c'est un exemple de prix spot sur la journée du 7 septembre 2024. En fait, on voit cette année, d'avril à septembre, comme sur cette journée du 7 septembre, on a eu une électricité qui est descendue à moins de 10 euros, sur laquelle on peut se charger gratuitement tous les jours, 70% du temps. Enfin, un dernier élément à bien avoir en tête pour l'utilisation des batteries, les contraintes qui sont croissantes sur le réseau avec l'intégration des énergies renouvelables. L'Europe estime qu'on va avoir besoin de 10 fois plus de stockage pour apporter de la flexibilité et soulager le réseau afin de pallier à leur intermittence. C'est l'un des dispositifs de stockage à disposition des gestionnaires de réseau, mais la batterie est en fait très pilotable, très rapidement mobilisable et avec un impact carbone qui est très compétitif, notamment par rapport à d'autres alternatives. Donc les STEP, les stations de pompage, sont limitées en nombre et les turbines gaz ont un impact carbone bien moins bon, ce qui rend aujourd'hui, ce qui explique en partie aujourd'hui l'engouement pour les batteries de stockage pour résoudre ces problèmes.
Et donc dans tout ça, en fait, les batteries vont, j'en ai un petit peu parlé, mais aider les clients à sortir gagnants, les entreprises, les consommateurs d'énergie à sortir gagnants de la transition énergétique, puisqu'elles vont permettre de protéger de la fluctuation des prix. Donc, en couvrant mieux les besoins d'un site, jusqu'à 50% des besoins d'un site peut être couvert grâce à une installation incluant une batterie. Euh, on va également avoir des optimisations de la facture électrique, jusqu'à 20% de coûts annuels en moins sur un site grâce à l'arbitrage énergie, donc se charger quand l'électricité est peu chère et se décharger à la place de soutirer depuis le réseau lors des pics de prix, notamment du soir. Et enfin, quelque chose qui est assez important pour nous, chez Storio, c'est de rappeler que les batteries sont un actif d'avenir, puisque les contraintes, sur le réseau ne vont faire qu'augmenter, le besoin de flexibilité ne va faire qu'augmenter, avec l'augmentation, de la demande électrique, l'électrification de tous les procédés en France, mais également plus généralement en Occident et et également, l'augmentation de la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique. Donc tout cela constitue un cocktail très favorable aux batteries et donc la garantie qu'on est, en train d'investir sur, des actifs qui sont utilisés pour un usage donné aujourd'hui. On a parlé un petit peu de colocation avec du solaire, on a parlé d'arbitrage énergie, on va rentrer dans le détail de suite après. Mais au-delà de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui pour stabiliser le réseau, on sait que de nouveaux dispositifs vont émerger et remplacer ou renforcer ce qui existe déjà aujourd'hui. Donc, même si on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, on sait que les batteries feront partie du jeu. Alors, la grande question que nous posent tous les sites, et notamment, on parle avec beaucoup d'industriels parmi nos clients, c'est quels sont les cas d'usage, dans quel cas le stockage par batterie est-il rentable? Alors nous, chez Storio, on a deux cas d'usage principaux. Il y en a d'autres qu'on peut voir émerger en fonction des configurations du site, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux cas d'usage rentables. Le premier d'entre eux va être un cas, le cas auquel pensent le plus naturellement les entreprises, c'est la colocalisation d'une batterie avec une centrale solaire, donc ce qu'on appelle le PV plus stockage. Donc le bénéfice ici, ça va être de permettre de doubler l'autonomie énergétique d'un site. On va parler à des sites qui ont une puissance de raccordement électrique qui est supérieure à 2 mégawatts pour laisser suffisamment de place à la batterie pour opérer. Et en général, on parle de sites qui sont entre 4 et 10, voire 20 gigawattheures de consommation par an. Donc c'est significatif, mais c'est pas, on parle de plusieurs milliers de sites en France. C'est pas forcément des électro-intensifs ou des industries très consommatrices. On y arrive relativement vite. Donc le principe est assez simple. Aujourd'hui, quand on va voir un bureau, quand on est une entreprise et qu'on veut solariser sa toiture, ses ombrières ou installer des centrales au sol pour produire localement et consommer, on va la plupart du temps être en autoconsommation totale hein, pour une simplicité de gestion et des raisons fiscales. Et le bureau d'études va donc chercher à minimiser les pertes et donc à maximiser le taux d'autoconsommation au-delà de 80-90%. Et donc, dans ce cadre-là, ça va être limitant par rapport à la courbe de production solaire étant une cloche. On va avoir une limitation de la taille de la centrale solaire qu'on va pouvoir installer si on ne veut pas avoir de perte. Et donc, systématiquement, donc là, dans cet exemple, le bureau d'études aboutit à un dimensionnement de 1 mégawatt crête. Alors, ça pourrait être 500 kilowatts crête, ça pourrait être 200. C'est juste pour notre exemple, on travaille avec des sites sur lesquels l'ordre de grandeur est plutôt de 1 mégawatt crête. Et dans ce cadre-là, pour avoir un taux d'autoconsommation de 85%, on va avoir seulement 17% des besoins du site qui vont être couverts. Et si on ajoute une batterie, nous, ce qu'on a l'habitude de dire en termes de grands ordres de grandeur, c'est qu'on va pouvoir doubler le dimensionnement solaire rentable, ce qui veut dire qu'on va pouvoir installer 2 mégawatts crête en maintenant, en continuant de limiter les pertes et donc en maintenant ce taux d'autoconsommation à plus de 80%. Ça va permettre au projet solaire de rester viable et dans le même temps, on va doubler, donc en ayant doublé la taille du solaire, on va doubler la part des besoins du site qui vont être couverts par ce solaire et grâce à la batterie qui va permettre donc de décaler le profil de production et donc d'atténuer un peu l'effet cloche de la production solaire.
Donc là, typiquement, on a un cas concret avec une entreprise, une belle ETI de la construction métallique dans le Loiret, qui s'appelle Bodin-Châteauneuf et qui a d'ailleurs contribué à la rénovation de Notre-Dame de Paris, qui a été réinaugurée hier. C'est un site qui a donc entre 4 et 10 gigawattheures de consommation par an, en ordre de grandeur, des tarifs euros saisonniers totalement classiques. On n'est pas sur quelque chose d'exotique qui justifierait une rentabilité de manière un peu artificielle. Donc, ils ont des tarifs pas négociés au pire de la crise, ils sont normaux. Et ils ont 2 mégawatts crête de PV en autoconsommation avec une batterie 2,4 mégawattheures. Donc, si on reprend le dimensionnement du Luna 2215, ça fait l'équivalent de 11 armoires que nous a présenté Léo. Et donc, grâce à ce dispositif, en fait, Bodin-Châteauneuf a réussi à atteindre la semi-autonomie, donc 50%, ce qui sont vraiment des chiffres très importants pour ceux qui connaissent un petit peu ces ordres de grandeur. 50% d'autonomie sur le site et un taux d'autoconsommation qui est remonté à 80% pour ces 2 MW crête, alors qu'il était à 50% sans batterie, pour un retour sur investissement d'environ 6 ans. Marie, je crois qu'il y a une question. Exactement, il y a une question donc d'une personne dans l'audience qui demande quels sont les critères à prendre en compte dans le dimensionnement de la capacité de la batterie. C'est une question très générale, mais peut-être que par le biais de ce cas d'étude, ça peut être plus concret. On a des règles qui sont des ordres de grandeur après à toujours adapter en fonction de la courbe de consommation du site. Mais ce qu'on se dit souvent, c'est que pour 1 mégawatt crête de panneau, on va installer 1 mégawattheure de batterie. D'accord, merci. C'est assez facile. Donc à moduler à la hausse ou à la baisse en fonction des spécificités du site, du profil de consommation. Je vais vous parler maintenant du deuxième cas d'usage qu'a évoqué rapidement également Léo, puisque les batteries ne servent pas du tout seulement quand il y a du solaire, elles ont aussi un usage en tant que tel. Et donc là, on parle de stockage seul. Notre deuxième cas d'usage rentable, c'est le stockage c'est-à-dire qu'on va installer une batterie seule sur le site d'une entreprise. Et donc dans ce cadre-là, on va permettre de réduire la facture électrique du site jusqu'à 20%. Donc là, la batterie va plutôt, on s'adresse dans ce cas-là à des sites qui sont fortement consommateurs. Alors par simplicité, j'ai indiqué électro-intensif, mais on a également des sites qui sont de 10-20 gigawattheures et qui sont pas forcément électro-intensifs de consommation par an, et en tout cas qui sont exposés au spot. Donc pour pleinement bénéficier ou en tout cas pouvoir exploiter la fluctuation des prix de l'énergie en milieu de journée, au cours d'une journée, comme je vous en ai parlé plus tôt. Donc dans ce cadre-là, la batterie va faire deux choses. Elle va se charger, se décharger en faveur du site, donc charger en fin de nuit et en milieu de journée pendant le pic de production solaire, qui même s'il n'y a pas de centrale solaire, en fait, impacte les prix de tout le monde aujourd'hui en France, et à se décharger en début de matinée et en fin d'après-midi lorsque les prix sont au plus haut. Le reste du temps, en interstitiel, la batterie, comme je vous disais, est un actif flexible qui est totalement éligible à la participation au service système. Donc c'est un terme qui n'est pas connu de tout le monde, donc je précise, c'est la stabilisation du réseau national, du réseau électrique, et qui est rémunéré par RTE pour permettre de maintenir en permanence notamment la fréquence à 50 Hz. RTE a besoin d'actifs qui sont pilotables, et les batteries, de par leur très grande réactivité pour être activées, sont un actif de choix pour participer à ces services systèmes. Alors historiquement, ça fait des années que des acteurs utilisent les batteries de grande taille qui mettent au milieu de champs, donc ce qu'on appelle les batteries standalone, non reliées à un site consommateur, pour participer au service système. Et ce qui est nouveau, c'est que des sociétés comme nous aujourd'hui, Storio, nous sommes pionniers en fait pour faire certifier nos batteries par RTE afin qu'elles puissent participer au service système alors même qu'elles sont sur le site d'une entreprise.
certification spéciale, puisque c'est beaucoup plus complexe de prendre en charge, de prendre en compte les courbes de consommation du site, les données de production s'il y a du solaire, les données de marché pour faire de l'achat-revente, comme vous voyez à gauche, et en plus les ordres, les appels de RTE pour stabiliser le service système, pour stabiliser le réseau. Donc, dans ce cas d'usage-là, un exemple, un de nos, des clients avec qui nous avons des discussions sont des papetiers, donc un groupe industriel de la papeterie dans le sud-ouest, qui a donc 50 gigawattheures de consommation par an, et qui est exposé donc en bloc plus spot, avec une batterie de 10 mégawattheures, a réussi à diminuer de 10%, un peu plus de 10%, sa facture énergie par an, avec un temps de retour sur investissement de environ un peu plus de 3 ans. Donc voilà les éléments principaux que je voulais vous communiquer aujourd'hui sur des cas concrets. Maintenant, vu qu'il nous reste quelques instants, quelques minutes, je peux donner un peu plus de détails sur le fonctionnement de batterie sur le stockage plus PV en autoconsommation. Donc concrètement, là, nous installons, donc la batterie est installée sur le site de l'entreprise, donc derrière le point de livraison. Donc vous voyez le périmètre de l'entreprise, donc elle est complètement invisible aux yeux du réseau, qui va être caché par le point, le point de livraison du site. Donc on va avoir ou non une centrale solaire qui va pouvoir, la batterie va pouvoir se charger dessus en cas de surplus et se décharger en faveur du site lorsque celui-ci a des besoins sur lesquels autrement il devrait soutirer sur le réseau. Également, la batterie va pouvoir se charger depuis le site, donc c'est la flèche verte, depuis le réseau, pardon, en période de prix bas, donc typiquement à 13 heures, et se décharger sur le site en période de prix haut, donc typiquement vers 19 heures. Et enfin, les services systèmes dont on a parlé, en rose, donc une stabilisation le reste du temps, la batterie va pouvoir stabiliser le réseau et se faire rémunérer pour cela. Alors, petite question de l'audience. Quelle est la plus grosse difficulté pour équiper des systèmes, des sites, pardon, de systèmes de stockage? Et deuxième question qui a été envoyée en direct, pourquoi se limiter à moins de 50%? Sur les slides d'avant, vous aviez montré, pourquoi se limiter à moins de 50% des besoins des sites? Alors, c'est pour des raisons de rentabilité. Pardon, je réponds d'abord à la deuxième question qui est la plus rapide. Semi-autonomie 50%, c'est en fait, il y a une équation entre le prix, le CAPEX investi dans les panneaux solaires et dans le CAPEX investi par la batterie. Donc, le CAPEX global va trouver un sens économique seulement si effectivement on a un bon taux de consommation. Et pour pouvoir atteindre plus de 50% des besoins d'un site, il faudrait surdimensionner énormément le solaire et ou la batterie, en général les deux. Et donc dans ce cadre-là, on va investir beaucoup plus que ce qui serait rentable pour atteindre 80% par exemple. Et pardon, sur la première question, le plus difficile pour installer des batteries, C'est ça. en fait, c'est de prendre en compte les spécificités de chaque site en termes de raccordement. Donc, il faut qu'on regarde, on fait une visite sur site pour regarder sur le schéma unifilaire à quel endroit des boucles du client on va se raccorder. Est-ce qu'il y a des postes qui sont saturés? Est-ce qu'on est en HT, en BT? Est-ce qu'il faut donc avoir des transformateurs élévateurs sur les projets un peu plus conséquents pour monter à 20 000 volts, puisqu'on est à quelques centaines de volts, comme le disait Léo, en sortie de batterie. Mais c'est des éléments techniques qui sont tout à fait gérables, simplement qui sont des éléments de qualification à revoir. Vu qu'on est sur le site de l'entreprise, en général, on a une mutualisation, on bénéficie du raccordement de l'entreprise, donc on n'a pas de sujet de raccordement particulier par rapport à Enedis. Le dimensionnement de la batterie prend ça en compte, donc on n'a pas de contrainte à ce niveau-là. Non, je suis peut-être un petit peu biaisé, mais je dirais que c'est assez simple au final, notamment en termes de génie civil et génie électrique. On est vraiment sur des choses, il y a un petit peu de conception sur les courants faibles, mais après, il suffit de couler une dalle de béton et de raccorder comme n'importe quel autre outil. Quand on installe une machine-outil, c'est pas plus compliqué. D'accord, merci. Et si je peux juste compléter,
la difficulté principale à laquelle on est confronté, elle n'est pas tant forcément au niveau du raccordement électrique, elle va être plus au niveau des contraintes du site. Est-ce qu'on a la place d'installer la batterie en respectant les distances par rapport au bâtiment et en maintenant, l'ensemble, des conditions d'installation? Ça va être en fait une des principales difficultés, une des premières choses qu'on va regarder pour vérifier la faisabilité d'une installation. Puisqu'après, c'est vrai qu'en termes de fondation et de raccordement électrique, on est sur, quelque chose qui va être très simple et plutôt basique. Et pour conclure, comme ça je laisse du temps pour les questions-réponses. Simplement, il y a aussi des synergies, de la batterie, des batteries, avec les procédés, des sites. Donc, s'ils sont équipés, de centrales solaires, les batteries peuvent aider à optimiser un raccordement physique contraint. Donc en mettant une batterie, on va avoir besoin d'un raccordement physique inférieur ou alors installer plus de PV pour un raccordement physique donné. Évidemment, la batterie peut, permettre de participer à une boucle d'autoconsommation collective et donc d'adapter un petit peu, comme elle le fait pour un site, mais là sur une boucle multi-consommateur, elle va permettre d'adapter un petit peu de reprofiler la courbe de production solaire en fonction des besoins de la somme des consommateurs. Elle a décalé un petit peu. Et après, de manière générale, au-delà des sites équipés de centrales solaires, la batterie permet d'être valorisée de l'effacement, donc de faire de l'effacement sur un site, d'optimiser la puissance souscrite, hein, en réduisant les appels de charge, hein, ce qu'on appelle le peak shaving, les appels de puissance, pardon. Ça peut aussi, grâce à l'onduleur bidirectionnel embarqué dans la batterie, ça permet de faire de la gestion du réactif, donc de resynchroniser le COSFI. Et même, donc Léo l'a évoqué sur les sites sur lesquels il y a des micro-coupures ou des fluctuations de tension, la batterie permet de mitiger ces effets-là, ce qui permet au global d'avoir, donc dans un cas solaire comme celui que je vous ai présenté, je vous ai déjà donné les sites tout à l'heure, mais des paybacks d'environ 5 ans, et sur les batteries seules, des paybacks encore plus intéressants qui peuvent descendre, dans le meilleur des cas, à 2-3 ans. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc on a pas mal de questions de l'audience. Donc je commence tout de suite avec une question qui va, je pense, s'adresser à vous deux, Léo et Martin, puisque c'est une question à la fois technique et de modèle d'affaires. Alors bonjour, est-ce autorisé de charger la batterie via le réseau EDF, car il me semble que c'est interdit, du moins sur l'île de la Réunion. Donc, est-ce que vous avez des informations sur les modèles d'affaires, notamment sur les territoires dits d'outre-mer? Et d'un point de vue technique, Léo, est-ce qu'il y a des blocages ou des spécificités à prendre en compte? Alors, d'un point de vue technique, c'est, complètement possible puisqu'on a et comme, l'a présenté, Martin, il y a aussi des modèles d'affaires où on consiste simplement à charger la batterie du réseau. Donc on n'est pas dans un complément d'installation photovoltaïque, on est vraiment dans une installation de stockage. Hem, il y a des cas où, c'est pas autorisé, ça va être si vous êtes sur un contrat, qui spécifie que vous vendez de l'énergie photovoltaïque en surplus d'autoconsommation, par exemple, et qu'il est précisé dans ce contrat que, l'énergie qui est stockée dans la batterie doit venir uniquement de sources renouvelables. Donc dans ce cas-là, ça va pas être possible. Sinon, quand vous êtes, dans un cas comme on l'a présenté, où on est, sur une installation privée qui est connectée au réseau via un point d'injection, où on n'a pas de contrat de vente de surplus, en fait, tout le surplus de la centrale qui n'est pas autoconsommé est entre guillemets, «perdu» pour l'utilisateur. Là, la batterie, elle a complètement du sens et on va pouvoir aussi coupler ça avec, des tarifs quand on a des tarifs heure pleine, heure creuse, faire de la charge sur le réseau pour optimiser encore plus l'utilisation de la batterie. Donc ça va dépendre de chaque, contexte, mais techniquement, c'est complètement possible. Et juste pour rebondir, souvent, cette, question, vient pour les clients, enfin, Léo l'a dit à demi-mot, mais, qui sont en S21 ou en EDF-OA. Dans ce cadre-là, effectivement, le contrat S21 stipule aujourd'hui qu'il ne faut pas se charger du réseau, mais c'est une spécificité qui est réglementaire et qui est d'ailleurs, même pas réglementaire, qui est une règle Enedis, donc ce n'est pas la loi. C'est, probablement amené à changer, à l'avenir. Donc, il faut suivre l'actualité. On anticipe que ça évolue, avec le S24.
Donc, stay tuned, comme on dit. Et sur les ZNI, effectivement, il y a des sujets qui sont toujours, comme à La Réunion, les zones non interconnectées, il y a des sujets il y a des spécificités à prendre en compte, mais qui feraient l'objet d'un webinaire à part entière. Donc, on ne peut pas trop rentrer dans le détail. Mais je pense qu'il n'y a pas plus de limitations à se charger du réseau dans les ZNI qu'ailleurs, dans le sens où c'est des réseaux plus contraints, donc la batterie est vraiment très valorisée là-bas, puisqu'elle apporte de la flexibilité. Donc, je pense que hors S21, il n'y a pas de problème. Merci. Nous avons des questions sur le fonctionnement de la batterie à l'extérieur, donc les conditions de fonctionnement idéales en fait. Et donc ça, c'est une question générale, mais je rajoute une petite sous-question puisque nous avons des collègues qui sont en Afrique, qui ont aussi participé aux échanges et qui demandent du coup notamment sur les conditions de très forte température. Comment ça a été pensé et en anticipation, est-ce que la batterie Luna 2215 sera disponible aussi dans les marchés en Afrique? Alors, pour ce qui est de la gestion de température, la batterie, elle est faite pour fonctionner sur une plage de -35 à 60 degrés, donc en température ambiante. Donc c'est bien adapté à des conditions très froides, mais aussi des conditions de température élevée. Donc ça va bien s'adapter dans l'ensemble des zones géographiques. Il y a des questions d'altitude qu'il faudra surveiller, donc on ne dépasse pas les 4000 mètres d'altitude, ce qui quand même nous offre une possibilité qui est relativement importante. Donc il y a peu de cas où ça ne sera pas possible. Ensuite, la gestion de température, comme on l'a vu, il y a plusieurs systèmes de gestion de la température. Donc en température très élevée, on va avoir le refroidissement de liquide qui va fonctionner à 100 du coup, qui va garantir que les cellules à l'intérieur de la batterie fonctionnent à une température qui est autour de 25 degrés, avec une variabilité de 2 à 3 degrés. Donc en gros, on maintient cette température en continu, en fonctionnement, ou même lorsque la batterie n'est pas en train de fonctionner, si jamais la température extérieure est trop élevée. Donc le fait que l'enveloppe de la batterie soit isolée thermiquement, plus qu'on ait ce système de refroidissement, ça va permettre de fonctionner dans ces plages de température. Si jamais on est sur des températures qui sont trop élevées, la batterie elle va automatiquement se brider, diminuer sa puissance de sortie, ou alors se mettre en mode refroidissement et se mettre en sécurité. Donc c'est fait pour fonctionner dans toutes ces conditions-là. Aujourd'hui, je pense que la batterie sera aussi disponible pour l'Afrique. Mais comme chez Huawei, on travaille plutôt en région et je m'occupe essentiellement de la zone Europe, je ne peux pas m'avancer formellement vous dire qu'elle sera disponible en Afrique, mais je pense que ça sera le cas. D'accord, merci. J'ai une autre question pour vous, Léo. Pour la nouvelle batterie, est-ce que c'est une batterie modulable ou est-ce qu'il faut se doter des 4 packs à l'intérieur? Et donc, la question sous-jacente, pardon, qui est aussi sortie, c'est: est-ce qu'il y a une taille minimale des systèmes de stockage que vous déployez en mégawatts et mégawattheures? Alors, pour la batterie dont on a parlé aujourd'hui, c'est le modèle qui va être disponible à la rentrée, c'est un modèle 215 kWh, donc avec les 4 packs de batterie. On aura ensuite 2 autres modèles, un modèle dans lequel on aura 3 packs de batterie et un modèle dans lequel on aura 4 packs de batterie. Donc on pourra utiliser ces différents modèles sur la même installation. Le minimum, c'est d'avoir une batterie et on pourra avoir jusqu'à 20. Donc si on a le minimum qui sera possible dans le futur, ça veut dire qu'on aura à peu près 100 kWh de batterie, donc avec ce cabinet-là. Le maximum qu'on peut faire, ça va être 20 batteries, donc on va monter à peu près un peu plus de 4 MW. Et au niveau des conteneurs, on a plusieurs possibilités, donc ça va être un peu les mêmes batteries, mais qui sont agencées en conteneurs et du coup qui ont plus de capacité. La plus petite aujourd'hui en refroidissement par air fait 1 MW et on a un modèle en refroidissement de liquide qui fait 4,5 MW qui lui est plutôt destiné aux usages de services réseau ou pour les centrales photovoltaïques au sol de très forte capacité. D'accord, merci. Toujours sur l'aspect technique, la batterie est-elle équipée d'un rack controller? Sera-t-elle disponible en couplage DC? Alors, la batterie qui sort maintenant, elle n'a pas de rack controller, c'est elle est intégrée comme ça. Le couplage DC c'est en projet pour plutôt le deuxième semestre de l'année prochaine.
Ça sera un autre modèle, ce ne sera pas ce modèle-là qui est disponible. Donc si vous commandez ce modèle-là, ça ne sera pas possible de lui ajouter le couplage DC plus tard. Il faudra prendre le modèle qui fait le couplage DC. Et ça sera principalement du couplage DC pour de la borne de recharge. Si vous entendez couplage DC pour ajouter directement des panneaux dessus, donc comme un onduleur photovoltaïque qui charge une batterie aussi, ça c'est pas prévu de fonctionner de cette manière. Donc ça restera du couplage AC, mais avec la possibilité de faire un couplage DC vers, par exemple, avec un bus DC qui sert à charger des bornes de recharge, par exemple. D'accord, merci. Donc, on va peut-être prendre encore deux petites questions pour les personnes qui doivent partir, puisqu'on arrive au terme de ce webinaire. Ne vous inquiétez pas, vous aurez la présentation qui vous sera envoyée par email avec le replay. Donc, pas d'inquiétude si vous devez partir. Nous, on reste avec les intervenants encore 5 minutes maximum. Il y a une question sur la batterie. Est-elle compatible avec tous les onduleurs Huawei CNI? Alors oui, la batterie est compatible avec tous les onduleurs du 30 kTL jusqu'au 150 kTL, donc tous les onduleurs qui sont commercialisés aujourd'hui. Si jamais vous avez une installation qui est déjà existante avec des onduleurs CNI et que vous voulez vous assurer que ça va être bien compatible, par exemple, on a des onduleurs d'ancienne génération, comme par exemple le 60 kTL, le 100 kTL M1. N'hésitez pas à contacter votre distributeur, poser ces questions-là. On fera une analyse ensemble. Quoi qu'il arrive sur ces projets, vous n'êtes pas livré à vous-même. Il y a toujours soit un distributeur certifié, soit quelqu'un de l'équipe de chez Huawei qui fera quand même un check à un moment que tout est bien compatible. C'est aussi compatible avec des onduleurs d'autres marques ou des onduleurs qui sont un peu plus anciens de notre gamme, mais il va y avoir des contraintes électriques et des contraintes de pilotage qu'il faudra prendre en compte, qui sont assez particulières, du moins qu'il faudra prendre en compte avant de réaliser le projet. Donc c'est possible aussi si c'est d'autres onduleurs qui sont déjà installés d'une autre marque, mais voilà, il y aura des précautions à prendre. D'accord, merci. Il me semble que vous aviez déjà répondu. Combien de cycles de charge et de décharge est comptabilisé pour la batterie? Alors, j'ai pas l'information officielle encore, donc je veux pas le communiquer malheureusement. Ça va arriver dans les jours à venir, donc c'est un petit peu dommage pour le webinaire. On vous l'enverra dès qu'on aura les conditions de garantie. D'accord. Je termine par une question de sécurité. Donc, on a parlé de la sécurité technique et technologique. Il y a aussi la sécurité par rapport au système d'exploitation. Donc, est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu les précautions qui ont été prises pour protéger le système des intrusions étrangères? En termes de cybersécurité, j'imagine? Exactement, oui. Alors, exactement quelles sont les règles de cybersécurité qui sont dans la batterie? Moi, je n'ai pas spécialement de détails à donner. Chez Huawei, on est certifié, enfin, on a des certificats de cybersécurité, notamment avec l'ANSSI. Donc, on a toutes ces mesures de cybersécurité qui sont mises en place, quels que soient les produits, donc sur les onduleurs, les batteries, mais aussi tous les autres produits qui sont distribués par Huawei. Donc, si jamais c'est vraiment une question où vous avez un cahier des charges à respecter en termes de cybersécurité, on pourra aussi vous orienter vers notre équipe experte en cybersécurité pour vous présenter tous les certificats, protocoles, etc., toutes les mesures qui sont mises en place pour protéger les intrusions. D'accord, bah, je vous remercie. On va finir là-dessus. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours joindre nos intervenants directement sur leur réseau ou joindre les entreprises, donc Huawei et Storio. Donc, il me semble en plus qu'on se donne tous rendez-vous à Energaia. En tout cas, vous y serez présents, Léo. Oui. C'est Également. bien ça? Oui, on sera sur Energaia dans le hall A2 et la batterie qu'on vient de présenter sera exposée en taille réelle. Donc, ce sera l'occasion aussi de venir nous rencontrer et puis de l'avoir en vrai pour pouvoir échanger aussi éventuellement sur vos différents projets. D'accord. Martin, vous serez aussi, ou en tout cas Storio, vous serez à Energaia? Oui, Storio sera présent. Tout à fait. Storio sera présent le jeudi notamment. Donc, si vous voulez nous rencontrer,
ça sera possible. D'accord, très bien. Bah, écoutez, merci à toutes et à tous pour ce webinaire. La présentation, comme je vous l'ai dit, sera disponible en ligne sur le site de PV Magazine dans les prochains jours. Et dès demain, vous recevrez le replay par email. Quant à nous, donc nous donnons rendez-vous à Energaia. Vous pourrez nous retrouver en exclusivité sur notre première édition papier. Là, je parle de PV Magazine France. Nous avons préparé du contenu exclusif et le thème central est d'ailleurs au diapason avec nos échanges d'aujourd'hui, puisque le dossier central porte sur l'autoconsommation. Merci encore à nos deux intervenants et merci à l'équipe technique derrière. Merci à tous, vous aussi, participants. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.